Qu'appelle-t-on très précisément une disparition inquiétante? En effet, nous parlons très souvent de disparition inquiétante d'une personne sans vraiment savoir ce que ce terme englobe réellement. Les médias, eux aussi, ne sont pas toujours assez précis sur ce sujet lorsqu'ils l'évoquent. Soyons donc nous très précis sur ce thème afin d'éviter toute erreur d'interprétation. Disparition. Tout d'abord, la personne en cause doit avoir réellement disparu, c'est-à-dire qu'elle ne donne plus de signes de vie direct à son entourage, à ses proches, à ses relations personnelles ou professionnelles. Le délai, lui, n'est pas très important. Malgré les contacts tentés à de nombreuses reprises par son entourage, les visites à son domicile, les appels téléphoniques passés et régulièrement tentés, les courriers adressés éventuellement, la personne en cause a visiblement et manifestement arrêté de donner des signes de vie. Elle a clairement quitté son domicile habituel, elle ne rejoint plus son lieu de travail, ou un itinéraire connu et emprunté où elle passait, le tout sans préparation, sans avertissement, sans bagage ou effet de voyage. Inquiétant. Il faut que la disparition de cette personne soit vraiment et très rapidement considérée comme étant inquiétante. La personne disparue n'est pas dépressive, ni médicalement suivie pour telle, elle n'a jamais non plus manifesté son intention de mettre fin à ses jours, elle n'a pas de raison objective et actuelle de ne plus se manifester auprès de sa famille, de ses enfants, du travail, du milieu associatif ou culturel qu'elle fréquentait, elle n'honore plus ses rendez-vous, elle n'a pas de voyage prévu, pas de congé à venir, etc. En clair, la personne disparue n'avait aucune raison sérieuse et valable de disparaître ainsi brutalement. De surcroît, si elle disparaît, sans son téléphone portable, sans son ordinateur, sans ses affaires personnelles ou son sac, sans ses clés non plus, sans sa voiture ou tout autre moyen de locomotion, cela ne fait que confirmer le caractère inquiétant de la disparition de cette personne. Notons cependant que deux circonstances particulières, liées l'une à l'âge et l'autre au statut de la personne disparue, établissent que sa disparition devient de droit inquiétante. Tout d'abord, la minorité. Tout mineur de 18 ans qui disparaît dans des conditions suspectes et inhabituelles et qui reste sans donner signe de vie entre de droit dans la catégorie des disparitions inquiétantes. Le juge et la loi estiment en effet que ce mineur ne dispose pas des mêmes capacités de raisonnement, de compréhension et de défense qu'un adulte. Il est en outre supposé être encadré par sa famille et vivre sous l'autorité parentale ou celle de ses proches. Le critère d'âge est donc pris d'autant plus en compte que l'âge de la personne disparue est plus bas. Il est évident qu'un tout petit, qu'un enfant de moins de 10 ou de 12 ans, ne disparaît pas comme cela de son propre chef, sans s'y inquiéter lui-même ou chercher à donner des nouvelles. Ensuite, la protection. Toute personne qui disparaît et qui ne saurait se protéger elle-même du fait de son âge, de son handicap, de son état de faiblesse physique ou psychologique, de sa dégénérescence mentale, entre elle aussi de droit dans la catégorie des disparitions inquiétantes. Là également, toute circonstance particulière sera prise en compte par les enquêteurs de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. Hébergement dans un EHPAD, hospitalisation en milieu médical, hospitalisation à domicile, handicap avéré de marche, désorientation chronique, dégénérescence mentale, handicap moteur ou cérébral, maladie d'Alzheimer, etc. Enfin, pour conclure, certains éléments extérieurs sont de nature à rendre toute disparition inquiétante. Le mauvais temps, la dangerosité des lieux, en mer, en montagne, dans les grottes, en rivières, etc. Leur isolement, grandes forêts, vastes zones urbaines, friches industrielles abandonnées, bords de mer non sécurisés, etc., ainsi que l'heure de disparition supposée, notamment de nuit. Les disparitions inquiétantes ont-elles augmenté significativement ces dernières années?
On aurait intuitivement envie de répondre à cette question par oui, bien sûr, parce qu'on en parle beaucoup, parce qu'on se passionne pour chaque affaire, en position aussi parce que, ayant découvert cela dans les années 1990-2000, l'ensemble des médias suit maintenant chaque affaire de disparition inquiétante du début jusqu'à la fin, au risque d'aller quelquefois plus vite même que l'enquête. Alors soyons prudents et raisonnés, faisant attention à ne pas faire ici une réponse un peu trop rapide et surtout non étayée. De tout temps, il y a eu des disparitions inquiétantes. Le comportement des gens et la criminalité liée à certaines disparitions inquiétantes ne sont pas nés, loin s'en faut, avec notre génération. Mais tout simplement, il est vrai qu'on en parlait moins, qu'on s'y intéressait un peu moins, et que l'immense majorité des gens ne le savaient même pas, ou alors avec beaucoup de retard. Cela devenait alors une simple information, un fait divers. On imagine assez mal les générations qui nous ont précédés se rassembler, commenter les faits, débattre même, donner son avis, un avis, sans mêler comme on pourrait le dire. Chacun a sa vérité, chacun se sent concerné et aime l'exprimer, même sans attendre pour en savoir un peu plus, sans comprendre les tenants et les aboutissants. Alors que jadis ce sont presque toujours les forces de sécurité intérieure, de la police ou de la gendarmerie qui communiquaient les premiers lors de la survenue d'une disparition inquiétante et nous apprenaient les faits, aujourd'hui nous constatons avec franchise que nous savons tout ou presque tout de suite ou presque. Les chaînes d'information continuent, qu'elles soient radiophoniques ou télévisées, les réseaux sociaux et les grands supports Internet, auxquels nous sommes maintenant connectés en permanence, jour et nuit, permettent de faire circuler une information à la vitesse de l'éclair. Il y a même des chasseurs de scoop qui, déployant des trésors d'ingéniosité, arrivent à écouter les ondes radio de la police et accèdent très vite à tout. Il est vrai aussi que notre génération porte un attrait tout particulier à ce genre d'événements. Non pas que nos parents et grands-parents ne s'y intéressaient pas, ce serait réducteur de le penser, mais ils prenaient tout simplement l'information comme elle venait, et forçaient de constater qu'elle venait chichement, souvent par les journaux télévisés du soir à 20h, de 2 ou 3 stations au mieux 3 fois par jour, ou par le quotidien du matin en province, le matin ou le soir pour les Parisiens privilégiés. C'était là leurs seules et uniques sources d'information, et ils devaient souvent s'en contenter. D'autre part, s'ils compatissaient généralement à la gravité des faits, à l'inquiétude des proches, au côté dramatique et sordide d'une affaire, ils restaient néanmoins en retrait des choses. Au mieux, ils en parlaient entre eux. Ça ne serait pas venu à l'esprit de ces gens-là, avant tout spectateurs lointains, d'aller fouiller sur les lieux, au risque de nuire à l'enquête, de harceler un porte-parole des enquêteurs, encore moins un représentant du parquet, d'une mairie ou de la préfecture. Ils avaient alors une autre vision des relations sociales. Soyons donc pleinement rassurés. Les experts sont unanimes et les statistiques annuelles le confortent. Tous s'accordent finalement à penser et à dire qu'au même titre que la criminalité globale, il n'y a pas eu, au fil des décennies, d'augmentation significative des cas de disparitions inquiétantes. Pour conclure sur ce sujet, soyons convaincus aussi que les messages de prévention et d'attention, les conseils prodigués par ces mêmes acteurs de la prévention, les différentes postures de sécurité et d'alerte suggérées par les forces de sécurité intérieure, enseignées déjà à l'école et au travail, portent finalement pleinement leurs fruits. Quel est le cadre légal en vigueur en France pour une disparition inquiétante? En droit français, il existe 3 cadres d'enquête différents. Ils sont notamment fixés par les dispositions du Code de procédure pénale. Ces dispositions disent clairement qui peut enquêter et comment il peut et doit le faire. Ces règles de droit ne sont ni modifiables ni adaptables et leur seul but est la garantie constante de droits constitutionnels tant pour les victimes que les personnes mises en cause et réputées être les auteurs de faits délictuels ou criminels. Nous allons les étudier successivement ci-dessous. L'enquête préliminaire. C'est le premier cadre d'enquête, le plus commun, le plus utilisé par les enquêteurs de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, qu'ils soient agents de police judiciaire ou officiers de police judiciaire. S'ils donnent des droits à ces derniers, ils leur imposent néanmoins des obligations à respecter et des contraintes fortes qui limitent strictement leur action, telles l'autorisation requise pour perfectionner, l'absence de tout moyen coercitif à l'encontre d'une personne, la limitation des lieux d'enquête
qui interdit quasiment de sortir du ressort du tribunal de grande instance, par exemple. Rappelons que l'enquête préliminaire, si elle laisse certes une large part de prérogatives aux enquêteurs de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, est néanmoins soumise au contrôle strict du procureur de la République, près le tribunal judiciaire, auquel ils rendent compte de l'avancée de leur enquête. Rappelons enfin que c'est le procureur de la République, près ce tribunal judiciaire, qui garde de droit l'initiative des poursuites et décide ou non du renvoi devant une juridiction de jugement de première instance. Ensuite, l'enquête dite de flagrance. Généralement, elle est appelée, dans le langage commun, flagrant délit. Elle place d'entrée les enquêteurs dans un cadre plus strict où ils ont des droits étendus en matière d'enquête et de coercition, notamment de droits de garde à vue, mais aussi des contraintes plus fortes, notamment en matière de temps d'enquête. Elle doit répondre aux conditions strictes et toujours opposables en droit de la flagrance qui édicte que les faits viennent de se produire ou sont en train d'être commis. Rappelons que le droit français exige qu'elle soit menée sous peine de nullité par un enquêteur de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ayant acquis la qualité d'officier de police judiciaire. Les agents de police judiciaire peuvent en effet participer à une enquête de flagrance, mais seulement sous le contrôle strict d'un officier de police judiciaire et en vertu d'ordres clairs qui étaient donnés par ce dernier. Rappelons aussi que la durée actuelle de l'enquête de flagrance ne saurait aujourd'hui dépasser 8 jours francs selon l'article 53 du Code de procédure pénale, et la jurisprudence pénale constante en la matière est très claire là-dessus. Cela reste sous réserve de réaliser, de surcroît, de façon continue et chaque jour au moins, un ou plusieurs actes de procédure. Rappelons qu'au même titre que l'enquête préliminaire, l'enquête dite de flagrance, si elle laisse certes une large part de prérogatives aux enquêteurs, est néanmoins soumise au contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire. Enfin, l'enquête sur commission rogatoire. Son cadre est celui qui est le plus strict et le plus contraignant du droit français. Elle est menée sous le contrôle strict et permanent d'un ou plusieurs juges d'instruction, lui-même ou eux-mêmes saisis par le procureur de la République près le tribunal judiciaire. En clair, sous peine de nullité de droit, les enquêteurs, disposant obligatoirement ici de la qualité d'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, exécutent les réquisitions du juge mandant, réquisitions toutes expressément formulées sur une commission rogatoire. Cette enquête est toujours écrite, détaillée et limitative dans les faits à effectuer. Merci à l'enquêteur de nous avoir expliqué tant de choses extrêmement intéressantes. Je tenais également à vous signaler qu'il possédera bientôt un micro, car c'est vrai que par téléphone ce n'est pas évident. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.